Masterclass avec Ophi Invest. Comprendre pour agir, c'est se préparer à faire les bons choix. Ophi Invest finance les acteurs qui dessinent l'économie de demain. Ophi Invest. Investissez dans votre avenir. Il y avait des petits QCM et tout. En gros, il y a des cours qui soient disponibles dans des cours. Et du coup, je voulais faire un financement pour l'université. Et j'en avais parlé à mon université. Je me filmais, etc. dans les salles de cours. Bonjour. Bonjour. Ça va? Content de vous retrouver. Bon, on va faire cette circonstance un petit sondage. Qui connaît la marque et la société Ipsos? Je suis rassuré, c'est mieux. Bon, vous connaissez la règle du jeu dans Masterclass. Hein. Vous posez toutes les questions que vous voulez, sans filtre et sans tabou. Important de le rappeler. Et puis, c'est lui qui a créé Ipsos et qui en a fait un géant mondial. C'est une histoire assez rare et assez exceptionnelle. Ah ben le voilà, justement, tiens, il arrive. Bonjour Didier Truchot. Bonjour, vous allez bien? Comment ça va? Très bien, merci. Merci d'être là. Merci beaucoup. Venez, je vous présente. Mesdames, messieurs, bonjour. Il est là rien que pour vous. Hein. Et Didier ne connaît pas vos questions, donc pour lui, ce sera totale surprise. Très bien. Hein? Bon, eh ben on y va, allez, c'est parti. C'est parti pour la masterclass de Didier Truchot, donc le président fondateur d'Ipsos. Allez, c'est parti, on s'installe. Installez-vous. Et oui, dans la vraie vie, évidemment, les étudiants et les grands patrons ne se rencontrent quasiment jamais. C'est normal, les étudiants, vous êtes concentrés sur vos formations, sur vos diplômes, et puis les patrons des grands groupes, eh bien, ils gèrent non-stop leur multinationale. Eh bien, nous, sur Public Sénat, on veut que les uns et les autres puissent se parler librement sur les sujets que notre jeunesse juge prioritaires. Et comme à chaque fois, nos amis étudiants ont plein de questions passionnantes à poser sur leur avenir, sur leur carrière et sur les grands défis que nous devrons relever collectivement. Et puis je rappelle, puisqu'on est en début d'émission, que celui ou celle qui posera, attention, hein, la question la plus pertinente se verra offrir, ce sera en fin d'émission, un an d'abonnement au Parc des Princes en loge pour aller voir le PSG offert par Ipsos. Allez, on applaudit. Comment ça, non? Non, évidemment, c'est une blague. Mais ce qui n'est pas une blague, c'est que vous êtes un grand fan du PSG. Tout à fait. Et vous allez tout le temps, alors il est tout le temps au Parc des Princes, vous loupez aucun match. Et puis, il faut dire qu'il est avec tout le monde en loge. Hein. Il est avec les fans. Je veux dire, on pourrait vous imaginer... pardon, en tribune. Oui, il est en tribune avec tout le monde. On pourrait l'imaginer en loge. Non, il est avec tout le monde en tribune. Hein. Tout à fait. Et pourquoi il pourrait avoir sa propre loge? Parce que je suis très bien là où je suis. Et je ne vois pas pourquoi je dépenserais plus d'argent que je n'en dépense déjà, ce qui est pas mal. Voilà, donc, c'est ça la méthode Truchot, ne pas trop dépenser. Exactement. Quel enseignement d'ailleurs on peut tirer de cette épopée du Parisienne en Ligue des Champions la saison dernière? Une leçon de vie ou même un enseignement professionnel qu'on peut tirer? C'est qu'il y a toujours un espoir? Non, c'est que ce qui fait une partie de la réussite des entreprises comme des clubs de football, c'est la capacité des gens à collaborer ensemble, à travailler ensemble. C'est très sûr que c'est absolument certain que si on travaille ensemble, si on est plusieurs, si on tire tous dans la même direction, on est plus fort que si chacun ne pense qu'à soi. Ipsos, c'est vous qui l'avez créé. C'est lui qui l'a créé en 1975. Oui. Aujourd'hui, c'est le numéro 3 mondial des études de marché et de l'opinion, en partant de zéro chiffre d'affaires il y a 50 ans. C'est 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui et 20 000 salariés dans 90 pays. On peut l'applaudir aussi parce que des histoires comme ça... On en voudrait plus en France, évidemment. Mais est-ce qu'à 27 ans, Didier, vous imaginiez ou pas une telle réussite? Est-ce que vous la désiriez, vous la rêviez en secret? Pas du tout. Moi, je ne suis pas un visionnaire. Je suis quelqu'un de très pratique. Je suis auvergnat d'origine, donc c'est la terre, les pauvres, il faut travailler. Et on n'est pas nécessairement très bien payé pour le travail qu'on fait. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était... J'ai découvert par hasard ce métier quand j'avais 22 ans. Et je suis rentré donc, comme stagiaire à l'Institut français d'opinion publique, l'IFOP, qui existe toujours aujourd'hui. Un concurrent. Mais qui, à l'époque, était la principale société de ce marché. Et donc, j'ai trouvé ce métier absolument passionnant, mais j'ai trouvé aussi qu'il n'était pas très bien fait. Enfin, que les sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, l'IFOP pendant 4 ans et une autre société pendant 2 ans et demi, elles faisaient leur métier consciencieusement, mais pas suffisamment bien, en tout cas à mes yeux. Et donc je me suis dit,
Moi, ce que j'ai envie, c'est de faire ce qu'ils font, parce que ce qu'ils font, c'est sérieux, c'est bien, etc. Mais on peut faire mieux. Et pourquoi on peut faire mieux? Parce qu'on peut s'intéresser non pas simplement à ce qu'on fait, mais à ce que les clients font de ce qu'on fait. Quel usage ils ont de cette information? Comment ils travaillent avec cette information? Est-ce qu'on leur présente bien? Est-ce qu'on va assez vite? Est-ce qu'on est vraiment pertinent par rapport à leurs problématiques, etc. Et j'avais des idées relativement précises là-dessus. Et par ailleurs, je voudrais vous avouer quelque chose que mes enfants et mon épouse, qui n'est pas très loin, savent, c'est que je déteste obéir. Et donc, la meilleure façon de ne pas obéir, c'est de créer sa propre entreprise. Parce que comme ça, au moins, si ça marche, tant mieux. Et si ça ne marche pas, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Donc j'ai créé cette entreprise avec l'idée que je pouvais faire mieux que les sociétés dans lesquelles j'avais travaillé. Non pas qu'elles ne travaillaient pas bien, mais que je pensais qu'on pouvait faire mieux. Mais je voulais faire mieux à mon échelle. Je veux dire, on était 3, 4, rue d'Aboutir, dans un petit loft. Et voilà, et je n'avais absolument aucunement l'idée que 10 ans plus tard, j'allais commencer à m'intéresser à d'autres marchés que le marché parisien, que 20 ans plus tard, on serait dans un certain nombre de pays d'Europe, que 30 ans plus tard, on irait vagabonder dans les Amériques du Nord et du Sud, etc. Donc ça s'est fait petit à petit, pas à pas, et comme on dit dans le football, match après match, vous voyez. Justement, vous étudiants, on a une photo, on va la regarder, Didier, de vous, quand vous étiez étudiant. On est en mai 68, donc vous êtes au deuxième plan sur la photo de profil. Vous faisiez partie de l'Union des jeunesses communistes. Comme quoi, non, on peut... c'est pas vrai. Ah, alors... Je faisais partie de l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes. Voilà, il faut être précis. Donc, c'est plus précis, et ça aggrave le cas. Mon métier est un métier de précision, je tiens à le dire. Comme quoi on peut commencer communiste, trotskiste et compagnie. Certainement pas trotskiste, j'étais maoïste. Maoïste, et finir dans les 500 fortunes françaises. Oui, c'est un peu rapide de dire comme ça. Alors, il y a un rapport de l'un à l'autre, si je puis me permettre. D'abord parce qu'il y a beaucoup de maoïstes qui sont devenus riches, notamment en Chine, oui, il y en a un certain nombre. Mais surtout parce que, en fait, dans toute cette expérience-là, que j'ai faite pendant 5 ou 6, 7 ans, parce que 68, pour moi, c'est la fin de ma période militante. Donc, j'ai commencé en 62, 63. On apprend là aussi à discuter avec des gens. Parce que la politique, on est en relation avec des gens et on discute avec eux, on essaye de trouver sa place et de respecter la leur, ou pas, selon les convictions qu'on a. Et en tout cas, j'ai appris à être avec des gens et à faire en sorte qu'on puisse faire un certain nombre de choses ensemble. Allez, maintenant, c'est au tour de nos amis étudiants de vous poser des questions. Ils ont tous des parcours, vous allez voir, étudiants différents, mais ils ont tous en commun d'être engagés puisque vous avez fait votre service civique ou du bénévolat. Et donc, bravo à vous et merci à l'Institut de l'engagement qui nous met chaque mois en relation. Première question de Robin qui porte, évidemment, c'est une surprise, sur les sondages. Bonjour, merci beaucoup pour votre présence. Alors, je m'appelle Robin Nardo, je suis étudiant en master à Sciences Po, en communication politique à Sciences Po Grenoble et à l'Université de Grenoble. Votre avis avec le statut que vous avez aujourd'hui, est-ce que les sondages d'opinion sont un reflet de l'opinion politique des gens ou le dictent au quotidien? Est-ce qu'il l'influence, exactement? Est-ce que c'est un reflet de l'opinion ou ça influence? J'ai compris. Mais je savais qu'il avait compris. Oui. Les deux, mon général. Comme toute information. Quand un journaliste décrit ce qu'il vit, attention là, ce qu'il voit, eh ben, à la fois, il va diffuser de l'information et cette information, elle va avoir un effet sur la société. Elle va transformer la société, éventuellement, si c'est une information majeure. Donc moi, je vais vous poser la question autrement. Est-ce que vous imaginez une élection sans sondage? C'est une élection sans au moins avoir une petite idée de ce que chacun des candidats représente. Et vous imaginez la quantité de candidats qui vont dire cette élection est truquée, c'est pas possible, elle est volée, une fois de plus, etc., etc., etc. Les sondages, ça n'est pas nécessairement exact, c'est souvent assez juste, même si ça n'est pas d'une totale précision,
Mais en tout cas, ça permet de donner quand même une certaine idée des rapports de force, des rapports de voix au sein d'un corps électoral à un moment donné. Et ça, c'est une information très précieuse pour la préservation de la démocratie. C'est ce que je pense. Merci. Et donc les sondages peuvent ou ne peuvent pas être manipulés? Bien sûr qu'ils peuvent être manipulés, comme les journalistes peuvent être manipulés. Mais non, sans faire le geste, c'est mieux sans faire le geste. Ben non, moi, je vous ai dit, je suis du sud de l'Auvergne. D'ailleurs, il faut le dire, Didier, votre activité de sondage, c'est la plus connue du grand public, mais c'est une petite partie de ce que fait Ipsos. Pardon, petite parenthèse. Hein. Oui, non, c'est les sondages, notamment les sondages électoraux, les sondages politiques, ça représente moins de 1% de notre chiffre d'affaires. Moins de 1%. Mais c'est une partie importante parce que, encore une fois, je pense que préserver la démocratie, préserver le système électoral, préserver la possibilité pour les citoyens de d'élire leurs représentants, c'est aussi, ce n'est pas que ça, mais c'est aussi un acte civique. Allez, question à présent de Ludivine. Bonjour madame. Bonjour, alors je m'appelle Ludivine, je suis à l'Institut d'études européennes de Bruxelles Oui. et je suis lauréate de l'Institut de l'engagement, principalement pour avoir été volontaire aux Jeux Olympiques. Ma question, je suis désolée, va rester sur les 1% de votre activité à Ipsos, Je vous en prie. Notamment sur les sondages. Vous parliez de la perception des Français et au sein de votre activité, vous analysez beaucoup cette perception. Moi, ma question, elle a été plutôt sur votre rapport personnel. On voit beaucoup que les Français, aujourd'hui, il y a une très grande frustration. Il y a beaucoup de pessimistes aussi qui reflètent de ces sondages. Comment vous, personnellement, vous vous imprégnez de ce ressenti-là? Est-ce qu'il vous impacte personnellement? Comment vous faites? Est-ce que vous essayez de rebondir? Ou je ne sais pas vraiment comment vous faites pour aller avec justement avec cette analyse, avec cette data? L'Europe a été le centre du monde pendant plus de 200 ans, notamment parce que c'est en Europe que s'est déroulée non pas la dernière, mais l'avant-dernière révolution technologique qui était la révolution industrielle. C'est en Europe qu'on a inventé la machine à vapeur, c'est en Europe qu'on a inventé plein de choses qui ont bâti le monde jusque dans les années 1970, 1980, etc. Aujourd'hui, on est dans une autre révolution technologique avec plein de choses très, très variées, y compris évidemment l'intelligence artificielle. Et ceci ne se passe pas en Europe. Ça se passe aux États-Unis, ça se passe en Chine, mais ça ne se passe pas en Europe. Et donc l'Europe va perdre son rôle central dans le monde. Et je pense que le ressenti un peu difficile que beaucoup d'entre nous avons, c'est parce que nous savons, sans nécessairement l'exprimer, mais nous savons que nous vivons dans une zone qui est face à des problématiques, à des difficultés pour aujourd'hui et pour demain. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va sombrer, mais ça veut dire qu'il faut qu'on se pose vraiment des questions. Il faut qu'on sache qui on est, qui on veut être et comment on va y arriver. Ils ont un avenir, nos étudiants, en France, en Europe, au-delà de ce pessimisme bien sûr lié à la position de l'Europe qui est entre le marteau et l'enclume chinoise et américaine. Oui, mais on va faire le match. Sûrement. Mais on ne fait le match que si on est conscient qu'il y a un match. Parce que si on pense que... Parce que nos arrière-grands-parents ont inventé la machine à vapeur et plein d'autres choses qui ont permis au monde d'évoluer via l'industrie au 19e siècle et au 20e siècle et que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. L'Europe, c'est un pays, c'est une région importante démographiquement. Il y a 450 millions d'Européens dans l'Union européenne, donc on est plus nombreux que les Américains. On a beaucoup d'argent, parce qu'on a beaucoup d'épargne qui a été... disons, créée et qui est maintenue. Malheureusement, une bonne partie de cette épargne est investie aux États-Unis, donc on peut aussi se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait. On a beaucoup de gens très bien, vous êtes très bien, et vous n'êtes pas les seuls à avoir des compétences technologiques, humaines, etc. Et on a su ce que c'était que gagner. Donc quand on a su ce que c'est que gagner, on peut retrouver cette énergie, cette volonté, pas en écrasant les autres, mais en ne se faisant pas écraser nous-mêmes. Donc oui, c'est possible, mais pour l'instant, on perd un peu de temps. Voilà. Question de Yacine.
sur l'intelligence artificielle. Bonjour On est messieurs. dans le sujet, là. Bonjour messieurs, Bonjour. Je m'appelle Yacine, je suis en année prédoctorale à l'ENS Saclay en management. J'étais ravi de pouvoir poser une question aujourd'hui et d'autant plus parce que vous êtes supporter du PSG. Donc comment Ipsos fait face à la montée de nouvelles technologies comme l'IA générative qui permet à chacun de produire rapidement des enquêtes ou des analyses? Est-ce une menace ou au contraire une opportunité de réinvention? Alors, vous savez, donc, comme j'étais pro-chinois, je tenais un petit peu la Chine, et donc l'idéogramme qui désigne le mot crise en Chine, en chinois, c'est la combinaison de deux idéogrammes, l'un qui veut dire risque et l'autre opportunité. Donc l'intelligence artificielle, comme d'ailleurs toute révolution technologique, est un risque et une opportunité. C'est un risque considérable. Pourquoi? Parce que ça change évidemment le rapport des gens à la connaissance, aux données, etc. Mais c'est aussi une opportunité parce que comme ce sont des systèmes qui sont puissants, ça doit nous permettre, si on sait s'en servir et si on s'en sert, disons, de façon pertinente, ça doit nous permettre de donner plus d'informations, d'avoir plus de savoir, donc d'être plus opérant, plus performant que sans l'intelligence artificielle. Mais c'est un risque parce qu'il y a un risque d'obsolescence et un risque peut-être de disparition des sociétés telles que la nôtre si jamais on ne sait pas s'en servir. Donc tout l'enjeu, je dirais, que nous avons aujourd'hui, c'est de comprendre, d'utiliser à bon escient et de plus en plus toutes ces technologies, notamment toutes celles qui relèvent de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est pour nous un changement qui est le plus important des changements auxquels j'ai assisté ou participé depuis que j'ai commencé à travailler, donc depuis près de 60 ans. C'est plus important que le développement du digital. C'est plus important que le développement, disons, de la mondialisation. C'est pourquoi? Parce que ça change le rapport au savoir. Donc, voilà. Mais c'est passionnant en même temps. Mais quelles seront dans ce cas les compétences essentielles pour les étudiants, les jeunes diplômés, les futurs diplômés qui vont entrer sur le marché du travail? Les compétences requises à l'ère justement de l'intelligence artificielle. Alors, je pense que les compétences ne sont pas différentes de ce qu'elles sont de tout temps. Enfin, sauf que c'est vrai, si je prends le cas d'Ipsos, par exemple, on a déjà commencé, mais dans les années qui viennent, on va recruter, sans doute, intégrer plus de personnes qui ont des formations d'ingénieurs que simplement des gens qui ont des formations Sciences Po. Je sais pas qui travaille. Donc les ingénieurs... Moi, j'aime bien Sciences Po, mais il y aura plus d'ingénieurs parce qu'on a besoin de gens qui soient plus à l'aise, plus confortables avec les technologies. Bon, donc ça c'est un changement. Mais c'est un changement, je dirais, on ne va pas passer de 0 à 100 et de 100 à 0. C'est un changement qui va intervenir. Moi, si vous voulez, je crois beaucoup à quelques mots clés. Et donc, je veux les partager avec vous. Je vais essayer de ne pas en oublier. Le premier mot, c'est l'honnêteté. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses si on est honnête. Et même si on n'est pas ingénieur. Et même si on n'est pas ingénieur, ce qui est mon cas. Donc, on peut faire beaucoup de choses parce qu'à un moment ou à un autre, je pense, et peut-être que je suis un peu fleur bleue, mais je pense que vos interlocuteurs, vos partenaires, vos clients, ils reconnaissent l'honnêteté. Ils savent qu'ils ont affaire à des gens en qui ils peuvent faire confiance. Le deuxième mot qui est important, c'est évidemment le mot de collaboration. Parce que, encore une fois, on est plus fort à plusieurs si on travaille ensemble, plutôt que si on est tout seul à tirer dans son coin. Bon. Le troisième mot qui est important, c'est évidemment le mot de confiance. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. On me pose souvent des questions de savoir entrepreneur, c'est génial et tout, etc. Bon, alors, pour moi, c'est très bien passé. Pour d'autres, malheureusement, ça se passe moins bien. Mais si vous reprenez qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un bon entrepreneur, c'est évidemment quelqu'un qui est prêt à travailler beaucoup. C'est deuxièmement quelqu'un qui est prêt à travailler de façon frugale. Ça revient à mon côté auvergnat. Mais c'est aussi et surtout quelqu'un qui a confiance. Parce que si vous n'avez pas confiance, vous n'y arrivez pas. Et c'est vrai en football et c'est vrai aussi dans les entreprises. Il faut avoir confiance. Donc ces mots-là sont importants. Mais il faut être honnête, il faut collaborer,
Et être Il ne curieux. faut pas avoir peur il faut être curieux bien sûr, il ne faut pas avoir peur de prendre des initiatives, et en sachant, enfin moi en tout cas c'est mon expérience, que sur 100 initiatives que vous prenez, il y en a peut-être la moitié ou les 2 tiers qui fonctionnent un peu, quelques-unes très bien, et puis il y en a plein qui marchent pas. Voilà, c'est pas grave. Allez, on continue avec une série de questions, oui ou non. Donc, je vous pose une question. Vous répondez par oui ou par non. Voilà, c'est pas Très très bien. compliqué. Oui ou non, Didier Truchot, vous avez mauvais caractère. Oui. Ça qui est bien avec lui, c'est que la réponse est directe. Mais vous vous en cachez pas. Non. D'accord. Et en quoi c'est un plus? Parce que moi, je vois le moins pour l'entourage, mais en quoi c'est un plus d'avoir un Ça me soulage. Bon. Oui ou non, il y a une méthode Truchot. Oui. Et laquelle? Bah, c'est que C'est ce qu'on a dit un petit peu avant. c'est que j'aime bien les gens. C'est vrai? Ouais. Oui ou non, vous êtes d'accord au nom de la justice fiscale pour être taxé davantage sur votre patrimoine? Enfin, moi, je vais vous dire un truc. D'abord, je suis contre la taxe Zuxman, je m'en suis expliqué, je peux m'en réexpliquer. Et vous avez si dit vous que vous la payeriez si elle était votée. Mais si elle se met en place, je la paierai, bien sûr. Mais je terminerai en étant le seul patron à payer cette taxe, puisque tous les autres seront partis. Non, mais c'est vrai, moi, pour être invité à l'Élysée comme étant le seul patron français qui paye ses impôts en France. Jusqu'au bout. D'ailleurs, je vais vous dire, Ouais. une des choses qu'il faudrait faire, c'est de rendre public l'endroit où les gens payent leurs impôts. Parce que je trouve ça insupportable que des gens participent au débat public en France, sont citoyens français et payent leurs impôts à Singapour. J'aime pas ça. Il y en a plus qu'on ne croit. Il y en a beaucoup. Oui Je ou ne non, citerai aucun nom. oui ou non, Didier Truchot, un chef d'entreprise doit prendre publiquement position sur les débats économiques et fiscaux et sociaux. Oui, moi je me sens tout à fait libre Oui, mais en dehors de vous. de dire ce que je pense, et je pense que chaque citoyen a le droit de s'exprimer. Voilà. Mais pour moi, un citoyen, c'est celui qui paye ses impôts dans son pays. Oui ou non, Ipsos peut finir un jour numéro 1 mondial de l'industrie des études de marché. Vous êtes numéro 3 aujourd'hui. Hein. Bien sûr, mais c'est pas peu, c'est nous allons. Il a toujours la niaque, hein, quand même. Hein, c'est un truc de fou. Ah ben oui. Allez, Didier, on passe maintenant à la question inversée. C'est à vous maintenant de poser une question à nos amis étudiants et répond qui voudra. Aucun d'entre nous ne peut changer le monde. Moi, j'ai pensé que je pouvais quand j'avais 20 ans, mais en fait, c'était une erreur. Donc, on ne peut pas, aucun d'entre nous ne peut changer le monde. Mais chacun d'entre nous peut y contribuer un tout petit peu. Et puis, à la fin des fins, comment on fait? C'est-à-dire, quelle est la méthode qu'on utilise pour y arriver? Parce que il y a une méthode qui est la méthode classique de la démocratie représentative, qui consiste à voter. D'abord, il faut aller voter, et je sais que beaucoup d'entre vous ne votent pas, donc je vous invite quand même à voter. Mais voter n'est pas suffisant, donc il y a bien d'autres moyens qui peuvent être utilisés, ou qui doivent être utilisés, si on veut faire en sorte que cette société s'améliore. Quand je dis qu'elle s'améliore, ce n'est pas simplement qu'elle soit plus juste, et c'est aussi, pour revenir à notre propos du début, pour qu'elle soit plus efficace. On a besoin d'avoir un pays, si l'Europe existe, je ne sais pas, en tout cas, d'être dans un endroit qui est géré de façon plus efficace que ça n'est le cas aujourd'hui. Donc, il faut qu'on soit plus efficace, il faut qu'on soit plus juste. Donc, il faut qu'on travaille, qu'on fasse les choses un peu différemment, parce que il ne suffit pas de dire « faut qu'il y a qu'à » pour que ça marche. Donc, comment on fait? Voilà. Comment vous faites? C'est quoi ce qui vous inspire? Comment est-ce que vous voulez intervenir dans ce challenge, quand même? Moi, je dirais que ça passe par deux choses. La première chose, c'est le collectif, et la seconde, ça serait la transmission. Donc là, je pense à l'Institut d'engagement, par exemple. Il y a une communauté qui se crée d'entraide, où on traverse tous les mêmes choses, on passe tous par les mêmes difficultés. Et justement, le fait d'être ensemble, de pouvoir en discuter, transmettre nos conseils ou nos réseaux, justement, ça crée, je sais pas, un élan, en tout cas, qui tourne vers le positif. Donc je resterai sur ces deux points. Oui, je pense qu'il y a un problème d'ancrage aujourd'hui, que ce soit dans le monde public ou dans le monde privé, et de reconnaissance des réalités. J'ai l'impression aujourd'hui que ça fonctionne beaucoup à deux vitesses. Il y a deux mondes. Il y a les personnes qui font les tâches et parfois les personnes qui
les attribuent et qui ne sont pas forcément en connexion avec ce monde-là. Et moi, je pense que pour que le monde de demain fonctionne correctement, il y aurait besoin que ces deux mondes se connectent et qu'il y ait une meilleure prise en compte des réalités. Didier? Non, moi je suis d'accord avec ça. Je vais juste rajouter une chose, c'est que ce qui fait en fait fonctionner un projet, c'est qu'il y ait un succès. Parce qu'en fait, on vit tous avec un certain nombre d'idées, d'envies, etc., etc. Mais si ça ne marche pas, en fait, on perd le fil. Donc je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est tout ce que vous avez dit et je le partage, mais c'est aussi qu'on se mette d'accord sur les marges du succès. Parce que dans une entreprise, par exemple, quand on fait un plan à 5 ans, on dit au bout d'un an, voilà où on veut être, et puis on vérifie que ça marche, et puis l'année d'après, etc. Donc on essaye de définir ce que peut être un succès, et ensuite de vérifier qu'on est dans la bonne trajectoire. Aujourd'hui, c'est vrai, et enfin, c'est ce que vous évoquiez un peu, c'est que dans la façon dont nos représentants nous représentent, ils ne nous représentent pas de façon claire. Donc ils oublient un peu qu'ils sont nos représentants. Donc voilà. Quand on fait un sondage dans plein de pays en même temps, sur la confiance que les gens ont dans la démocratie représentative, donc le système institutionnel dans lequel on vit, dans lequel donc, on élit des gens qui nous représentent. Il y a moins de la moitié des gens qui croient aux vertus de la démocratie représentative. Ce qui est évidemment le terreau ensuite pour tous les systèmes autocratiques, puisque si vous ne croyez pas, etc. Mais ça veut dire aussi qu'il est absolument urgent de voir comment on peut mieux faire fonctionner la démocratie représentative, ou bien qu'on aille vers une démocratie plus participative, qui est celle, évidemment, qui existe dans la votation suisse. Mais bon, la Suisse, c'est la Suisse. Je ne suis pas sûr que ce soit un modèle qui soit applicable au reste du monde. Allez, merci à vous. Didier Truchot, vous êtes le président et fondateur du groupe Ipsos. Merci pour cette masterclass. C'était bien ou pas? Merci à vous. Moi, j'ai trouvé ça vous a plu, je pense qu'on peut l'applaudir. Hein. Merci. Allez, masterclass est fini pour aujourd'hui, mais ça continue sur les réseaux sociaux avec d'autres questions qui seront posées évidemment à Didier Truchot. Et cette émission, je le rappelle, a été enregistrée depuis la maison Sanofi à Paris. Masterclass est aussi du replay sur publicsana.fr. À très vite. Masterclass avec Ophi Invest. Comprendre pour agir, c'est se préparer à faire les bons choix. Ophi Invest finance les acteurs qui dessinent l'économie de demain. Ophi Invest, investissez dans votre avenir.